Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Gérald Olivier, je suis journaliste franco-américain. J'ai longtemps été le rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Le Spectacle du Monde. Et j'ai été pendant près de 20 ans le correspondant aux États-Unis du magazine Valeurs Actuelles, qui continue de publier. Merci à HEC Alumni d'avoir organisé ce colloque. Merci aux auditeurs IHEDN d'avoir participé et merci de m'avoir invité à modérer ce panel. Donc, notre thème est plus spécifiquement économique. Chaos, rupture, continuité ou de l'économie américaine. On sait que le président Trump a fait de America First et de Make America Great Again le thème de ses deux campagnes présidentielles et de ses deux mandats. On sait globalement comment dans sa tête les choses se passent. Moins d'impôts, moins de taxes, moins de régulation, libérer l'initiative, et à partir de là, l'économie redécolle, l'emploi suit et la croissance fait que tout va bien et tout le monde prospère et tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et on va constater qu'en vérité, les choses ne sont pas forcément aussi simples que ça. Néanmoins, le sujet est très vaste. Nous allons, pendant l'heure qui vient, répartir un petit peu la question économique en 6 thèmes. On va parler de la fameuse réindustrialisation. Nous parlerons des tarifs douaniers, bien entendu, parce que c'est une préoccupation majeure de ce côté-ci de l'Atlantique. Nous parlerons des questions de défense, de l'énergie, inévitablement, et de l'environnement et du climat qui y touchent. Nous parlerons également d'intelligence artificielle, qui est un défi majeur de l'avenir, ou même d'ailleurs du présent. Et nous parlerons également un petit peu de monnaie, du dollar et des crypto-monnaies. Je suis entouré de personnalités extrêmement qualifiées et éminentes qui prendront la parole au fur et à mesure, mais la discussion restera ouverte et il y aura toujours la possibilité sur chaque sujet à différents intervenants de prendre le relais sur les autres. Donc, à ma droite, j'ai Madame Laurence Nardon. Vous êtes en charge du programme Amérique à l'IFRI. Vous êtes docteur en sciences politiques. Vous avez été Fulbright Scholar à Washington University, George Washington University. Vous avez été Visiting Fellow également à Washington, au CSIS, Center for Strategic and International Studies. Vous êtes également l'auteur de L'Amérique de Trump, en 100 questions, chez Talandier, c'était en 2018, au début de l'ère Trump, on va dire. Et vous nous parlerez surtout réindustrialisation et crypto-monnaie. À ma gauche, j'ai... Je vérifie mes notes, sinon c'est pas bien. J'ai Aurélie Ercoli. Merci beaucoup. J'ai Aurélie Ercoli, vous êtes avocate, vous êtes franco-américaine, vous êtes diplômée en droit en France et aux États-Unis, et vous êtes spécialisée dans l'accompagnement juridique des entreprises internationales. Et vous nous parlerez plus précisément des tarifs douaniers et des enjeux de l'intelligence artificielle. Tout à droite, à ma droite, nous avons Monsieur Aurélien Hamel. Vous êtes directeur général stratégique et développement durable pour Total Energy, dont vous êtes également membre du comité exécutif. Et vous nous parlerez inévitablement des questions d'énergie, également peut-être des questions d'environnement. Et puis on aura peut-être une intervention sur le dollar également un petit peu plus tard dans notre discussion. Et enfin, tout à ma gauche, j'ai le général François Watteau. Vous êtes ingénieur général de l'armement, diplômé de l'école polytechnique. Vous avez fait l'essentiel de votre carrière à la direction générale de l'armement et vous avez été de 2020 à 2023
attaché d'armement à l'ambassade de France à Washington. Et vous nous parlerez inévitablement des questions de défense et de la place que ce secteur prend dans le programme économique du président Donald Trump. Donc, ma première question va être pour vous, Laurence Nardon. Est-ce que vous pourriez nous définir ce que c'est que le projet de réindustrialisation de Donald Trump? Est-ce que c'est un objectif réaliste? Et après 10 mois de présidence, où en sommes-nous? Oui, bon, merci beaucoup de cette question qui nous plonge dans le vif du sujet. Bonjour à tous. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la réindustrialisation, que ce soit celle qu'a engagée Trump ou celle qu'a engagée Biden auparavant, est un objectif avant tout idéologique dans le contexte américain actuel. Donc il y a un grand nombre de mesures économiques concrètes qui sont prises, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est un objectif qui est avant tout politique pour rassurer et remettre dans le circuit économique les classes moyennes américaines, celles qui ont perdu leurs emplois à la suite de tout un tas de facteurs. Hein. On parle évidemment beaucoup du libre-échange qui a fait partir les usines dans les pays à bas salaire, mais évidemment, il y a aussi toute la robotisation qui intervient, et aujourd'hui, l'intelligence artificielle également. Alors, pour préparer ce que j'allais vous dire, je vais être rapide parce que je sais qu'il y a toutes ces questions, etc. Donc, je vais juste dire un chiffre avec un caveat, c'est que cette question étant tellement politique, suivant les sites et les instituts qu'on va regarder, vous allez avoir, pour répondre vraiment concrètement à votre question, quels sont les résultats aujourd'hui au bout de 10 mois d'administration Trump? Quels sont les résultats? Et bien en fait, les résultats, il faut vraiment avoir une fine connaissance de qui parle, parce que très souvent, les résultats sont orientés. C'est-à-dire que vous allez avoir des libéraux au sens français du terme, hein, des libéraux économiques qui vont dire que ça ne marche pas, et d'autres qui sont très Trumpistes qui vont dire que ça marche très bien. Alors le chiffre auquel on peut s'accrocher, c'est celui de 60 000, le nombre d'emplois manufacturiers entre avril 2025 et aujourd'hui novembre 2025. Attention, le nombre d'emplois qui a été détruit. C'est-à-dire que aujourd'hui, la réindustrialisation, depuis le début du mandat de Trump, subit un coup d'arrêt et donc même un petit recul, 60 000 emplois à l'échelle des États-Unis. Et donc ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, les industries américaines, les entreprises américaines sont plongées dans l'incertitude à cause des tarifs douaniers, sujet suivant de notre table ronde, et donc elles hésitent à embaucher, et même elles hésitent à poursuivre des projets, ce qui donne le résultat un peu négatif qu'on a actuellement. J'ajoute quelque chose, c'est que Trump a mis un coup d'arrêt à la grande loi de Biden qui s'appelait l'IRA, rappelez-vous, le Inflation Reduction Act, qui avait lancé tout un tas de projets visant là aussi à recréer de l'emploi manufacturier aux États-Unis, parce que cette histoire de relocalisation de l'emploi industriel est quelque chose que Trump poursuit, mais que Biden aussi a poursuivi. C'est vraiment un grand tournant de la politique économique américaine qui est, on ne le dit pas assez, totalement bipartisan depuis au moins 2016, la première élection de Trump. Et donc, tous les efforts que l'administration Biden avait mis en route via l'IRA, sont aujourd'hui un peu à l'arrêt à cause des politiques de Trump, malgré les déclarations politiques de Trump en faveur de la relocalisation de l'emploi. D'accord. Alors, les objectifs, manifestement, ne sont pas encore atteints. Peut-être que c'est quelque chose qui se fera avec le temps. Monsieur Hamel, aux États-Unis, Donald Trump lui-même et certains médias parlent énormément d'un autre chiffre qui est 20 000 milliards de dollars. Pour nous dire que 20 000 milliards de dollars, c'est le total des investissements directs étrangers que Donald Trump a attirés aux États-Unis et qui vont être investis dans l'économie américaine. Un chiffre absolument faramineux. Quelle est la valeur d'un tel chiffre? Quel peut être l'impact de tels investissements sur l'économie américaine? Et
inévitablement sur le reste du monde, c'est-à-dire l'Europe en particulier. Bon, il faut se méfier des effets d'annonce, puisque dans la relation géostratégique de tout un tas de pays avec l'administration Trump, l'affichage de chiffres importants fait partie de la confiance et donc la capacité à être écouté. Ce chiffre de 20 000 milliards doit correspondre d'ailleurs à l'addition de toutes les annonces qui ont été faites, mais je vais donner deux exemples. L'un, c'est l'annonce qui a été faite par l'Union européenne au moment de l'accord sur les tarifs douaniers, qui a été obtenu par Ursula von der Leyen sur un cours de golf. L'Union européenne a annoncé vouloir acheter et investir dans les 3 ans qui viennent jusqu'à fin 2028 l'équivalent de 750 milliards de dollars de produits énergétiques liés d'ailleurs aux produits fossiles, liés au nucléaire, à l'électricité et d'investissements aux États-Unis. Et l'essentiel doit venir des achats d'énergie. Et l'Europe achète beaucoup d'énergie, on le sait, notamment aux États-Unis, ça on y reviendra. Quand on regarde la réalité de ce qui s'est passé en 2022 et 2023, 2022 on avait une crise des prix de l'énergie. Le prix du gaz était monté à un plus haut historique. Donc on a des références qui sont majeures ou maximisantes en termes de prix. L'Union européenne, à ce moment-là, importait des États-Unis l'équivalent de 120 ou 130 milliards d'énergie, y compris le gaz qui représentait l'essentiel de cette somme. On est retombé en 2024 à 60-70 milliards, et ça sera encore un petit peu moins en 2025, puisque les prix du gaz ont reculé, le prix du pétrole aussi a reculé. Donc on voit bien qu'on est loin du compte, et qu'entre les effets d'annonce d'une part et la réalité des chiffres d'autre part, il y a un décalage. Il n'en reste pas moins que beaucoup de pays du Moyen-Orient annoncent et effectuent des décisions d'investissement. Je crois que les Émirats arabes unis ont annoncé un total maintenant de 1400 milliards d'investissements aux États-Unis. L'Arabie saoudite est montée à 1000 milliards de mémoire après la dernière visite du prince héritier aux États-Unis il y a 2 ou 3 semaines. 1000 milliards, oui, c'est ça. Donc on voit bien qu'on a ces annonces-là, beaucoup dans l'intelligence artificielle, dans le domaine de l'énergie, ça j'y reviendrai tout à l'heure, et c'est quand même pour partie suivi des faits. Je vais donner un exemple, c'est TSMC, qui est un enjeu aussi géopolitique majeur. Il y a l'énergie, il y a les semi-conducteurs. TSMC, qui est l'entreprise taïwanaise qui a une forme de, pas de monopole, mais on va dire de position extrêmement dominante sur la production de semi-conducteurs, a annoncé 100 milliards en plus d'investissements aux États-Unis, c'était en mars ou avril dernier, portant le total des investissements à 160 milliards dans les prochaines années, pour doubler son nombre d'usines manufacturières aux États-Unis, passant de 3 à 6. Alors c'est très robotisé, donc le lien avec les emplois, effectivement, ne se fait pas forcément. Et donc ces annonces, elles sont faites. Et un mot sur l'héritage de l'ère Biden, qui n'a pas été totalement détricoté par Trump, parce que le Congrès s'y opposait en fait. L'IRA était un formidable instrument de stimulation de l'investissement aux États-Unis, ça c'était sous Biden. Ça a été pour partie, effectivement, renié par l'administration Trump, mais le Congrès n'a pas laissé faire intégralement. Et aujourd'hui encore, et ça c'est très vrai pour tout investisseur aux États-Unis, et ça nous concerne aussi Total Energy, quand on investit $1 aux États-Unis, donc $1 de capital qu'on apporte dans un projet, c'est probablement l'endroit sur Terre où on est capable de mobiliser le plus d'argent extérieur en plus. Parce que tout l'enjeu des investissements, c'est d'investir son propre argent, évidemment, et c'est d'aller lever beaucoup de financements externes. Ça améliore la rentabilité des projets. Et on libère des capitaux pour investir à plusieurs endroits à la fois. Aux États-Unis, avec l'IRA notamment, avec le système du tax equity, ils ont inventé quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est-à-dire que vous investissez $1, vous levez des financements auprès des banques, auprès de grands lenders, et vous avez un outil qui est un outil en fait d'accélération des crédits fiscaux fondamentalement. C'est-à-dire que vous avez des avantages fiscaux, des crédits d'impôt autour d'investissements, encore aujourd'hui d'ailleurs dans les renouvelables, nous on le fait beaucoup dans le solaire, ça reste vrai jusqu'à 2029. Et quand vous décidez d'un investissement, vous avez des financiers qui viennent apporter des fonds et vous pouvez monétiser par avance votre crédit d'impôt. C'est un tax equity. Et ça, on n'a pas ça en France, on n'a pas ça en Europe ou marginalement. Donc les États-Unis, aujourd'hui, ont dans leur écosystème juridico-financier des instruments qui sont très attractifs pour les investisseurs. Donc même si les chiffres de 20 000 milliards ne seront peut-être pas réalisés, et comme on échangeait dessus là, avant la conférence, les comptes se feront bien après le 2e mandat de Trump, on verra s'il y a un 3e mandat, mais on sait bien qu'il y aura des investissements parce que c'est très attractif pour les investisseurs étrangers. Et un dernier point, il y a pour moi une petite épée de Damoclès, c'est la force de l'état de droit aux États-Unis. Parce qu'une des grandes forces des États-Unis pour attirer les investissements, c'est la force du contrat,
le respect de la loi, le respect des permis. Et ça, malheureusement, l'administration de Trump le remet en cause sur la partie renouvelable électrique, en remettant en cause des permis qui avaient été accordés à des entreprises pour développer des projets. C'est Ørsted qui est confronté à ça, sur l'éolien offshore. La remise en cause de permis existants, c'est contesté devant les tribunaux. Pour l'instant, les tribunaux vont, je dirais, dans la bonne direction, c'est-à-dire maintiennent les permis, mais on verra où ça termine. Ça, c'est un enjeu majeur pour l'attractivité des investissements aux États-Unis. Alors, justement, merci de ce point, parce que vous, Aurélie, donc, qui êtes spécialiste de ce sujet, vu de loin, on peut penser que les États-Unis de Donald Trump, c'est un Eldorado pour les investisseurs étrangers. Mais dans la pratique, est-ce que c'est le cas? Si votre micro ne marche pas, prenez-le. Non, c'est bon. Il marche, vous m'entendez? Ouais. Très bien. Oui, et donc très bonne question, merci beaucoup. Et merci beaucoup pour cette invitation de participer à ce panel. Je suis vraiment ravie de pouvoir être ici. Donc, pour rebondir sur ce que Aurélien disait, justement, un Eldorado pour les investisseurs étrangers. Donc, comme Aurélien justement le disait juste maintenant, il y a cette attractivité donc juridico-financière, donc avec ses crédits d'impôt, etc. Mais aussi un atout et un point majeur pour quelque investisseur étranger, c'est la sécurité juridique. On a vu avec la première administration Trump, mais aussi encore plus avec la deuxième administration Trump, l'utilisation de l'arsenal juridique, en effet de levier pour des négociations commerciales. Trump est un deal maker et c'est vraiment ce qu'il fait quand il remet en cause des permis, mais aussi c'est ce qu'il fait en ce moment avec les tarifs douaniers, donc ce qu'on a vu donc, dans les 8 premiers mois de son mandat. Et donc, toute la question qui se pose justement, donc si je peux parler des tarifs douaniers. On y reviendra dans une minute, on va avoir oui, bien autre sûr. point de vue avant. Mais terminer sur ce côté respect du contrat. Oui, bien sûr. Donc, cela crée une incertitude juridique et vraiment ce qui est remis en cause aujourd'hui donc aux États-Unis, c'est cette sécurité des institutions, la confiance dans les institutions et notamment dans l'institution donc du juridique et les décisions donc justement notamment la décision de la Cour suprême sur les tarifs douaniers, le jugement sur la constitutionnalité sont un bon exemple et un test de la sécurité et de la confiance qu'on va pouvoir avoir dans les institutions juridiques. D'accord, je comprends très bien. Laurence Nardon, juste pour terminer sur ce premier point de réindustrialisation, la déréglementation était un aspect très important de la politique de Donald Trump. Où est-ce qu'on en est après 11 mois ? Alors, vous aurez noté que le Doge a été discrètement écarté ces derniers jours. En fait, maintenant, il y a une sorte d'administration qui a été créée pour continuer les projets de débureaucratisation du Doge. Mais ça, c'est plutôt sur l'État fédéral. Là, vous m'interrogez quand même plus sur les réglementations en matière économique, n'est-ce pas ? Eh bien là, il est absolument évident que Trump est tiraillé entre plusieurs tendances au sein de sa propre base ou même au sein de ses propres soutiens, parce que il y a la base MAGA, il y a les conservateurs chrétiens, etc. Mais il y a aussi les grands entrepreneurs, big business, qui sont autour de lui et qui sont ceux qui peuvent payer 1 million le couvert lors des dîners de gala à Mar-a-Lago pour avoir un accès direct au président. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est effectivement de la déréglementation. Et ils encensent le président en le présentant comme un président pro-business. Le terme pro-business est extrêmement souvent utilisé et il réclame, avec pas mal de succès, des déréglementations et des baisses d'impôts pour favoriser leur business. Et tout le monde est content parce que être pro-business, c'est bien. Alors évidemment, oui, et je pense que pour répondre à votre question, c'est très efficace. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Le sujet étant évidemment que quand on parle de réglementation, il faut toujours avoir une sorte de milieu entre trop et pas assez. Et là, on voit qu'il y en a peut-être beaucoup qui sont détruites, et notamment évidemment en matière environnementale, où beaucoup de garde-fous sont absolument détruits, et les entreprises peuvent faire un peu ce qu'elles veulent dans ce domaine. Merci beaucoup.
Deuxième point majeur, et là je me tourne à nouveau vers vous, Aurélie, la fameuse question des tarifs douaniers. Parce qu'il y a quand même une contradiction de base en être pro-business et anti-commerce si ces tarifs sont véritablement une forme de protectionnisme. Donc la question que j'ai pour vous, c'est quelle est la finalité de ces tarifs? Est-ce qu'en fait, derrière cette idée de mettre des barrières douanières, est-ce qu'il n'y aurait pas la volonté d'obliger justement les compétiteurs étrangers de venir aux États-Unis pour y construire leurs usines et ainsi contourner les barrières et favoriser la croissance européenne et la croissance économique américaine? Bien sûr. Merci. Et donc, pour justement aborder la question de ces tarifs douaniers, beaucoup d'aspects, je pense qu'il y a vraiment 3 points à aborder. C'est tout d'abord leur genèse, leur origine, la motivation derrière ces tarifs douaniers, leur validité juridique qui est remise en cause, et notamment au regard des plaidoiries qui ont eu lieu il y a quelques semaines devant la Cour suprême des États-Unis, et les conséquences de ces tarifs douaniers, s'ils sont maintenus ou s'ils sont suspendus, et leurs conséquences sur l'économie américaine à court terme, moyen terme et long terme. En ce qui concerne leur genèse, donc vraiment l'origine de ces tarifs douaniers, il y a un déficit budgétaire majeur aux États-Unis. Les tarifs douaniers sont un moyen de générer de la recette fiscale, qui est beaucoup plus facile que de passer une loi fiscale qui requiert donc l'approbation du Congrès, etc. C'est un moyen facile, donc Trump est passé par les executive orders. Donc il a passé cet executive order, cet executive order au printemps donc, de cette année, qui sont aujourd'hui donc remis en cause juridiquement. La question majeure qui se pose, justement avec ces tarifs douaniers, c'est: a-t-il le droit unilatéralement d'imposer ces tarifs? Et la question qui se pose en ce qui concerne leur validité, c'est: sont-ils une taxe, un impôt qui relève de la compétence exclusive du Congrès américain? Donc les arguments du gouvernement de Trump, c'est non, ce ne sont pas une taxe. Le président de la République, donc sous la loi AIPA, le Congrès a délégué au président de la République, sous cette loi, le pouvoir de réglementer les importations lorsqu'il y a déclaration d'un état d'urgence. Il y a eu, en l'occurrence, déclaration d'un état d'urgence par le président Trump, qui est donc narcotrafic, immigration et le déficit commercial. En vertu donc, de cette déclaration d'état d'urgence, il a donc imposé ces tarifs, qui est en fait une application de la réglementation de l'importation. Son argument étant que les tarifs douaniers sont juste une manière de réguler les importations et leur conséquence donc, de générer des recettes fiscales n'est qu'accessoire. L'argument des requérants, donc la partie adverse, c'est que lever des tarifs douaniers, c'est un impôt, ça ne relève pas de la compétence du président, c'est une compétence qui revient exclusivement au Congrès, en vertu de sa compétence de pouvoir réglementer l'importation. Il peut imposer un embargo, il peut imposer un quota, il peut imposer une licence. Un tarif douanier, c'est une taxe, ça ne relève pas de sa compétence. Donc c'est vraiment l'argument majeur. Et si le Congrès avait voulu déléguer ce pouvoir, il l'aurait explicitement nommé dans cette loi AIPA. Donc, comment est-ce que la Cour suprême va statuer? C'est un gros point d'interrogation. Ça soulève des enjeux majeurs. Donc, si les tarifs douaniers sont suspendus, soulève la question de remet en cause vraiment le pouvoir de négociation des États-Unis sur la scène internationale. S'ils sont maintenus, ça ouvre la porte à d'autres administrations, donc administrations futures, de déclarer un état d'urgence et d'avoir un pouvoir d'imposer des tarifs de manière généralisée. Donc c'est vraiment des enjeux majeurs dans tous les cas de figure. Maintenant, de manière pragmatique, que se passe-t-il si les tarifs douaniers sont suspendus ? Remboursement des tarifs qui ont été payés, remise en cause des accords commerciaux qui ont été conclus, donc notamment l'accord avec l'Europe, les États-Unis, et Trump qui a d'autres moyens juridiques d'imposer des tarifs douaniers sans nécessairement passer par le Congrès. Donc il y a les Section 232, Section 301. Donc in fine, même si ces tarifs douaniers sont suspendus, il y aura une réimposition de tarifs douaniers
par l'administration Trump qui prendront un peu plus de temps, mais moins de temps que d'avoir recours à une loi donc, qui devrait être promulguée par le Congrès. Si ces tarifs douaniers sont maintenus, la question se pose de savoir, vont-ils être maintenus sur le long terme? Donc, en l'occurrence, est-ce qu'une administration prochaine maintiendra ces tarifs douaniers ou les révoquera? Dur de prédire l'avenir, mais lorsque vous avez un moyen qui vous permet de générer des recettes fiscales, c'est très dur de le révoquer et de trouver des recettes fiscales ailleurs. Donc, plus probable qu'une administration future donc, maintienne ces tarifs douaniers. Donc, comment est-ce que cela se traduit donc, pour des investisseurs étrangers? Je pense que la manière dont il faut aborder ces tarifs douaniers, c'est ils sont là pour rester. They're here to stay. D'une manière ou d'une autre, d'une forme ou d'une autre. Maintenant, la manière dont ils vont impacter l'économie américaine, sur le court terme, est-ce que cela a impacté l'économie américaine en termes de croissance? On n'en a pas vu les effets à court terme. Je pense, après c'est mon opinion, que les effets se feront sentir plus sur le long terme, sur la croissance américaine, parce que cela peut se traduire par une diminution du pouvoir d'achat de l'Américain qui, in fine, est le contribuable américain qui va subir justement les effets de ces tarifs douaniers. Alors, petite question subsidiaire. Est-ce qu'on a une date ou une visibilité sur cette décision de la Cour suprême? Donc le terme de la Cour suprême, ils font par saison, donc ça se termine en juin, donc ce sera en juin au plus tard. Mais au vu de l'urgence de cette décision, je pense qu'il y a des chances que ce soit même avant la fin de l'année. D'accord. Merci beaucoup pour tous ces détails. Je me tourne vers vous, mon général. Merci de votre patience au début de ce débat. Je me tourne vers vous pour nous parler d'un secteur très important et que parfois on a tendance à oublier. Mais Donald Trump, on s'en souvient, dès son premier mandat, avait imposé des tarifs douaniers sur l'acier. Et il l'avait fait au nom de la sécurité nationale des États-Unis, considérant ce secteur comme étant stratégique. Donc, quelle est la place plus globale du secteur de la défense dans les projets de réindustrialisation de Donald Trump? Qu'a-t-il fait ou que compte-t-il faire? Oui. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis très flatté de parler devant vous aujourd'hui et très honoré d'avoir une invitation pour parler sur ce sujet. Alors, moi, je suis un ingénieur, donc je vais partir avec quelques chiffres. J'espère que ce ne sera pas trop sec. D'abord, pour dire que l'Amérique n'a jamais désindustrialisé dans le domaine de la défense. Elle n'a jamais voulu toucher les dividendes de la paix. Alors, elle a effectivement une succession de conflits à laquelle elle a participé de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux crises actuelles. Je crois qu'il y a eu un minimum à 2,9% du PIB quelque part au milieu des années 90, mais c'est un creux qui a été vite rattrapé. Et aujourd'hui, on est en pleine période d'expansion budgétaire dans le domaine de la défense aux États-Unis. La requête budgétaire pour 2026 aux États-Unis, c'est un chiffre astronomique, hein, c'est 1 000 milliards de dollars. Alors, ça ne parle pas beaucoup en termes de chiffres. La mission défense en France, c'est 50 milliards d'euros. Donc, ça fait quand même un facteur 20. Facteur qu'on retrouve aussi, parce que sur ces 1 000 milliards de dollars, il y a 400 milliards de dollars qui sont consacrés aux acquisitions de défense, donc à l'achat d'équipements, donc c'est de l'argent qui va vers l'industrie de défense, et à la recherche et développement dans le domaine de la défense. La France, c'est à peu près 20 fois moins pour ces montants. Et la France n'est pas un petit pays en termes de budget militaire. Un autre chiffre, le budget de défense des États-Unis, c'est 3 fois celui de la Chine, enfin celui qui est publié officiellement par la Chine. Donc c'est un géant de la défense, les États-Unis, ça l'est toujours resté, ça l'est. Et donc c'est quelque chose qui est quand même stable. En plus, alors, la deuxième caractéristique du marché américain de défense, c'est que c'est un marché qui était malgré tout très fermé historiquement vis-à-vis des partenaires étrangers. On estime, alors ils exportent pour environ 80 milliards de dollars par an vers les pays étrangers. On estime les importations de défense aux États-Unis, alors c'est très compliqué parce que ça dépend dans quelle profondeur on va sur les sous-systèmes, si on va jusqu'à l'écrou, etc., à environ 5 milliards de dollars. Donc c'est complètement déséquilibré, c'est un marché fermé. Donc quand les Américains disent que le marché, avec les projets européens, Fed, etc., l'Europe a voulu s'isoler, en réalité, le reproche, il peut facilement être fait à l'inverse.
Alors il y a quand même des beaux succès. L'Amérique importe quand même un certain nombre d'équipements, parce qu'en général, quand elle le fait, c'est parce qu'elle estime que c'est elle a le pouvoir de choisir et qu'elle estime que c'est des équipements qui sont au top de la technologie. Donc en général, les industriels étrangers qui sont sélectionnés par les États-Unis, historiquement, sont très fanats d'intégrer ce marché qui est immense. Alors, en France, on a eu de beaux succès. Hein, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a Eurocopter qui a vendu 400 hélicoptères dans un contrat de 2006 qui perdure encore aux Américains. Et puis il y a Thales aussi qui vend beaucoup d'équipements de com pour les combattants de l'US Army et des sonars pour la marine américaine. Tout ça, ça fait en flux annuel entre la France et les États-Unis un flux qui est à peu près équilibré, hors achat de gros équipements par la France, parce qu'il y a quelques gros équipements, effectivement, pour lesquels la France achète aux États-Unis. Alors, en général, quand les Américains achètent, la taille de la commande est telle qu'ils peuvent exiger, et ils l'obtiennent toujours, le fait que les chaînes d'assemblage soient aux États-Unis. Hein. Donc, Eurocopter, ils sont au Texas, Thales, ils sont dans le Maryland. Mais il y a de tels volumes de production derrière que ça justifie. Et en général, ils mettent à la tête de ces sociétés toute une direction américaine et dans la plupart des cas, les informations sensibles sont traitées entre Américains et ce qui remonte aux maisons mères, c'est principalement les informations financières. Donc c'est quand même encore, là aussi, une volonté, mais historique, hein, qui date de bien avant la période de temps de fois. Et inversement, côté Europe, et c'est très vrai pour la France, il y a quand même une relative défiance à acheter du matériel américain, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que acheter américain, c'est derrière se soumettre, quand on veut réexporter un équipement, à la réglementation ITAR, qui est un frein extraterritorial très fort pour interdire. Enfin, vous avez un composant à $10 000 dans un système de défense, un missile à plusieurs millions. Les États-Unis peuvent vous interdire de l'exporter et personne ne joue avec cette règle, en tout cas en Europe occidentale. Donc en résumé, l'Amérique n'avait pas besoin du reste du monde pour ses équipements de défense et pour son industrie de défense. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que la définition de la coopération de défense, alors en Europe, coopérer, ça veut dire faire ensemble. Alors c'est des fois très compliqué, on y arrive, on n'y arrive pas. La coopération militaire pour les États-Unis, dans le domaine des équipements, c'est vous m'achetez mon équipement, qui forcément est le meilleur, et comme vous me l'achetez, je vous garantis une certaine protection. Et ce qui peut changer, ça a été déjà dit par les précédents interlocuteurs, ce qui peut changer avec Donald Trump, c'est que derrière cette garantie de protection avec l'achat, les positions du président Trump sont des fois un peu illisibles ou changeantes, elle n'est peut-être plus garantie. Donc ça va aussi faire changer peut-être l'état d'esprit de certains autres pays européens qui s'appuyaient énormément sur les Américains pour l'équipement de défense. Et puis, autre évolution récente, mais qui était, je dirais, un peu transpartisane, qui n'était pas liée forcément au fait d'avoir une majorité républicaine ou démocrate à la tête de l'administration, c'est d'abord la perception, et ça il faut en parler, la perception qui est transpartisane de la menace chinoise, qui a été la première fois verbalisée par le président Trump lors de son premier mandat, mais qui était déjà dans les têtes avec le reset de Barack Obama. C'est vraiment vu dans tout l'appareil de défense américain comme un conflit à venir qui va arriver. Si je voulais faire un mot d'esprit, dans les cercles de défense américains, la guerre des détroits aura bien lieu, quoi. C'est une certitude. Et donc ça veut dire se protéger et s'armer vis-à-vis de ça. Deuxième crise, la crise de la Covid, qui a montré globalement la faiblesse des chaînes de fourniture, ce qu'on appelle la supply chain, y compris dans le domaine de la défense. Et enfin, la guerre en Ukraine, qui a fait réaliser aux Américains aussi que leur stock de défense, qui était considérable, mais par rapport à ceux qu'on a en Europe, était insuffisant pour faire face à un conflit majeur. Donc tout ça pour dire que face à ça, le réflexe de l'administration, y compris Biden à l'époque, ça a été de faire des ouvertures vers l'Europe en se disant qu'à plusieurs, on serait plus fort, mais c'était assez faible. Mais par contre, et même au sein de l'administration démocrate, il y a quand même une volonté de fermer davantage, de contrôler davantage et de réinternaliser davantage un certain nombre de productions dans le sillage du Inflation Reduction Act de Biden. Alors avec Trump, ce qui est sûr, ce qui est en train d'arriver, c'est ce qu'on voit, c'est que ce discours, il se renforce, il se brutalise encore davantage, ce discours de fermeture.
Et si on veut voir un peu de lumière ou un peu d'espoir dans le domaine, c'est que dans les grandes coopérations, parce qu'on en a dans le domaine de l'équipement avec les États-Unis, en particulier dans le domaine naval, aujourd'hui, toutes ces grandes coopérations qui sont importantes pour la France, mais aussi pour les États-Unis, les Américains considèrent le porte-avions Charles de Gaulle comme quasiment un de leurs porte-avions de façon très, très amicale, et les liens entre les marines sont forts. Ce lien-là, il perdure et il continue à être étroit, il n'est pas remis en cause. Voilà. Alors justement, c'est très bien que vous parliez de ça, parce que c'était un petit peu ma follow-up question, ma question complémentaire. Vous avez souligné l'importance du budget de défense aux États-Unis, mais moi j'ai mémoire de Donald Trump pendant la campagne électorale se plaignant considérablement du recul de la Navy. Vous avez dit les Américains n'ont jamais désindustrialisé question défense, mais Trump s'est toujours plaint que la marine américaine, la US Navy, n'était plus ce qu'elle avait été. Or, on constate que le porte-avions Gerald Ford est au large du Venezuela et qu'il utilise beaucoup la Navy. Est-ce que, dans ce domaine en particulier, on constate des objectifs nouveaux depuis que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche ? Alors, ça a été dit tout à l'heure, il faut distinguer les annonces et les tonitruantes et souvent drôles d'ailleurs du président qui font sa popularité aussi, et puis la réalité des faits. Donc les investissements continuent à être massifs. Les grands contrats sur lesquels on a une visibilité, puisqu'on y est un peu adossé vers les équipements navals, ils continuent d'être passés. La confiance, elle est encore là. Après, je pense que l'Amérique a clairement en tête que la marine est un élément indispensable dans sa confrontation avec la Chine. Et ce qu'essaye d'aiguillonner le président américain, ce qui l'effraie, je pense, c'est les chiffres de tonnage d'équipements militaires chinois et de flottes chinoises qui sortent des chantiers navals chinois tous les ans, avec un 4e porte-avions en cours de production, avec un tonnage, et je crois équivalent en une année à l'équivalent de la totalité qui sort un tonnage qui sort des chantiers navals chinois pour la marine militaire en une année, qui est à peu près l'équivalent du tonnage de la marine française. Donc c'est là où il a peur et c'est là où il ne veut pas rater la course. Et je pense que son message, il est pour aiguillonner effectivement ces gradés. D'accord. Merci à vous, mon général. Les États-Unis, géants de la défense, les États-Unis, géants de l'énergie également. Je me tourne vers vous, Aurélien Hamel. Là, je crois qu'on peut parler peut-être de rupture avec le mandat précédent de Joe Biden en ce qui concerne la politique énergétique de Donald Trump. Et au-delà de cette politique, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur le concept même, très américain, de energy dominance en anglais, dominance énergétique? Qu'est-ce que ça veut dire? On a un phénomène qui ne remonte pas à Donald Trump et même pas à son premier mandat, puisque les États-Unis, qui ont depuis très longtemps produit du pétrole et du gaz, en produisaient de moins en moins dans les années 90, les années 2000, étaient devenus importateurs de pétrole, importateurs de gaz. D'ailleurs, au début des années 2000, fin des années 90, les États-Unis construisaient beaucoup d'usines de regazéification, comme on a beaucoup en Europe, pour importer du gaz naturel liquéfié. D'ailleurs, notamment d'Afrique et du Moyen-Orient, le regazéifié est utilisé chez eux. En 2017, les États-Unis sont redevenus exportateurs nets de gaz. Et en 2009, ils sont devenus exportateurs nets de gaz. Et en 2015, ils sont devenus exportateurs nets de pétrole. Aujourd'hui, les États-Unis produisent 20 millions de ce qu'on appelle liquide, donc c'est du brut et des liquides associés au gaz, 20 millions sur un marché mondial de 103 millions. Donc ils ont 20% du marché en termes de production. C'est le premier producteur de pétrole et de produits liquides devant l'Arabie Saoudite, devant la Russie. Les États-Unis sont devenus le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié. Aujourd'hui, ils exportent 80 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié sur un marché mondial qui en fait 400. Il y a 3 géants, les États-Unis, le Qatar, l'Australie, et puis quelques autres pays derrière. Donc l'énergie dominance, c'est déjà ça, c'est d'être le producteur majeur d'énergie fossile sur Terre aujourd'hui. Ça n'a pas commencé avec Donald Trump. Et d'ailleurs, Donald Trump a aussi une politique de prix du baril qui baisse, parce qu'il a un enjeu majeur qui est le prix de l'énergie chez lui. Il considère que le prix du baril de pétrole doit être en dessous de $60. Le baril américain, le WTI, est à $59 en ce moment. Et quand on regarde bien ce qu'il a fait depuis le début de son mandat, il a orienté beaucoup de décisions, y compris géopolitiques, pour permettre une baisse du prix du baril, notamment en attendant pour sanctionner la Russie
que le Moyen-Orient libère certains quotas de production, c'est les pays de l'OPEP, l'Arabie saoudite en tête, et remettent des barils sur le marché. Et une fois que ces barils ont été remis sur le marché, les sanctions récentes contre Lukoil et Rosneft ont pu être prises. Donc on voit bien qu'il y a une boussole qui est très claire, qui est le prix du pétrole. L'energy dominance, si on prend déjà la partie fossile de l'équation, et je viendrai à la partie électrique ensuite, c'est d'abord, parce qu'il y a cette abondance de production domestique, un prix de l'énergie domestique qui est extrêmement compétitif. Et un des grands avantages aujourd'hui des États-Unis, c'est le prix de son pétrole domestique, parce qu'il n'y a pas besoin de l'exporter, même si le prix du pétrole est mondial, et c'est le prix de son gaz surtout. Le gaz est beaucoup utilisé dans l'industrie, dans toutes les industries. C'est une source de chaleur dans l'industrie qui est absolument majeure. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, le gaz américain est plutôt cher, mais je vais faire relativiser. Il est à 4,5 $ le MBTU, le million d'unités thermales britanniques, c'est comme ça qu'on le mesure le plus souvent. 4,5 $, retenez ce chiffre. En Europe, aujourd'hui, il est beaucoup moins cher qu'en 2022. Ça s'était monté au ciel, c'est beaucoup descendu. Il est à 10 ou 11 $ parce qu'on doit l'importer. Donc on paye, nous, aujourd'hui, 2 à 3 fois plus cher notre gaz que les Américains parce qu'ils le produisent sur place. Pour les Européens, il faut le liquéfier aux États-Unis. Nous, on est dans cette industrie. Il faut le transporter, le regazéifier en France, en Europe, et ensuite on le vend. Donc il y a un coût logistique entre les deux qui est très élevé. Donc cette énergie dominance, elle est déjà cette domination-là parce qu'ils ont une énergie abondante, pas chère, qui leur offre beaucoup de sécurité énergétique. On sait combien l'Europe souffre aussi de sa difficulté à être dépendante, je dirais, d'énergie fossile venant de l'extérieur. Un des enjeux qu'on a d'ailleurs en Europe, c'est de ne pas passer d'une dépendance qui était une dépendance au gaz russe, par les pipelines qui arrivaient notamment en Allemagne, mais pas que, à une dépendance au gaz naturel liquéfié américain. Et l'Europe a un besoin majeur de diversifier ses sources d'approvisionnement dans le cadre de sa transition énergétique par ailleurs, c'est un autre débat, mais une transition qui a lieu sur l'électrification a besoin de diversifier ses sources d'approvisionnement entre les États-Unis, le Qatar, le Nigeria, l'Angola et d'autres producteurs qui ne sont pas trop loin, je dirais, des côtes européennes. Donc ça, c'est un pan déjà entier de l'énergie dominance, mais c'est vrai que cela permet au président Trump d'imposer ses vues parce qu'il a avec lui une industrie fossile. Alors, ce n'est pas étatique comme en Arabie Saoudite. Les producteurs et les vendeurs de pétrole et de gaz aux États-Unis sont privés. Donc, c'est le marché qui fait les règles. Très différent de l'Arabie Saoudite, des Émirats arabes unis, où les États contrôlent leur production. Ça, c'est un facteur qui est très différenciant. Il y a un enjeu électrique ensuite dans l'énergie dominance parce qu'il est peut-être passé un peu sous silence parfois, mais il ne faut pas perdre de vue que les États-Unis font une course à l'armement en matière d'intelligence artificielle en ce moment. Et c'est une autre rivalité avec la Chine, on en parlera après. Il y a un pendant énergétique majeur parce que tout ça est très énergivore. Vous savez, on peut mesurer les data centers d'intelligence artificielle en gigawatts. C'est quoi la nécessité électrique pour ces data centers pour tourner? Donc on peut très bien mesurer une forme de puissance d'intelligence artificielle en production électrique, fondamentalement. Et donc les États-Unis aujourd'hui veulent faire cette course en tête en termes de production électrique. Ils produisaient en 2024 4100 TWh par an. En Europe, on doit produire à peu près 3000 et quelques TWh par an. Donc c'est plus grand que l'Europe, c'est majeur. C'est 40% de la production électrique de l'OCDE, les États-Unis. Les Chinois, pour donner un ordre d'idée, c'est 10 000 TWh. Les Chinois sont devenus, c'est le Financial Times qui les avait qualifiés comme ça, un electrostate. Les Américains restent encore un pétrostate, même s'ils sont aussi en fait beaucoup un électrostate maintenant, mais beaucoup moins que les Chinois. Les data centers là-dedans, c'était de l'ordre de 160 TWh de consommation électrique. Ça devrait passer à 400 à 500 TWh selon différentes prévisions, même pas en 2030, en 2028. 400 TWh, ça c'est la production et la consommation électrique de la France. Voilà. Donc ça c'est l'ordre d'idée, c'est un peu comme dans les dépenses de défense, fondamentalement, l'ordre d'idée que vous avez sur l'électricité. Et l'électricité, pour qu'elle croisse à court terme, ce ne sera pas des centrales à charbon. Il n'y a pas de nouvelles centrales à charbon qui se construisent aux États-Unis. Donc en fait, les Américains continuent à décarboner leur mix électrique. Ils le font avec des centrales à gaz. Il y a des tensions sur les nouvelles centrales à gaz en ce moment parce qu'il y a beaucoup de demandes de turbines à gaz. Il faut attendre 5 ans pour en avoir. Et ça se fait en fait avec du solaire. Donc aujourd'hui, si vous voulez la nouvelle capacité électrique aux États-Unis, nous c'est ce qu'on fait d'ailleurs comme investissement, c'est des centrales à gaz plutôt existantes, des conversions de centrales à charbon vieillissantes en centrales à gaz, et du solaire, beaucoup, de l'éolien sur terre, qui n'attire pas trop les foudres de l'administration Trump. L'avantage des États-Unis, c'est que vous avez beaucoup de foncier qui est inoccupé. C'est-à-dire que vous pouvez planter des éoliennes que les gens ne verront pas. Donc vous n'avez pas de problème de voisinage. C'est un gros problème qu'on a en Europe, puisqu'on a un territoire qui est beaucoup plus dense en termes d'habitation. Donc vous avez aujourd'hui une croissance vertigineuse de la capacité électrique aux États-Unis.
Et elle se fait sur base gaz et sur base solaire et éolienne sur Terre. Effectivement, là, il y a une vraie hostilité de l'administration à l'éolien en mer. Et il y a un enjeu, évidemment, de relocaliser une partie de la production des panneaux solaires. Dernier point sur lequel je vais insister, c'est le nucléaire. Les États-Unis n'installent pas d'ailleurs de centrales nucléaires conventionnelles. C'est les Chinois qui en installent beaucoup aujourd'hui sur Terre, les Iraniens un peu aussi d'ailleurs, les Russes un petit peu. Mais les États-Unis, ça c'est un chiffre intéressant, sont ceux qui ont le plus de sièges de start-up, on va dire, ou de sociétés qui sont un peu plus grosses que des start-up, sur les SMR. Vous savez, le nucléaire modulaire, le nucléaire de petite taille, on va dire des réacteurs de 300-400 mégawatts, donc 3 à 4 fois plus petits que les réacteurs conventionnels, et de génération, je dirais, existante, en principe à eau pressurisée, et aussi de nouvelles générations. Ils ont, alors j'ai pris le chiffre, 18 sièges de sociétés dans ce domaine aux États-Unis. La France, c'est pas nul, d'ailleurs, en a 7. C'est quand même très bien. La Chine en a 4, et je crois que le Royaume-Uni doit en avoir aussi 3 ou 4. Donc on voit bien que sur les SMR, le petit nucléaire de génération existante et de nouvelle génération, les Américains font la course en tête. Et dans l'Energy Dominance, dans le discours de Chris Wright, qui est le secrétaire à l'énergie, ou de Doug Burgum, qui est le secrétaire à l'intérieur, qu'on appelle le Energy Tsar aux États-Unis, il parle beaucoup du fossile, il parle beaucoup de l'électrique, et en fait, il parle beaucoup du nucléaire, et beaucoup des SMR, des petits réacteurs, et énormément aussi de la fusion. Les États-Unis sont de nouveau très positionnés sur la fusion nucléaire. Ils veulent être les premiers à faire le breakthrough et à être capables de produire de manière, je dirais, permanente de l'énergie électrique par la fusion nucléaire. Donc l'Energy Dominance, elle se repose aujourd'hui sur le fossile. Il y a aussi une vision d'avenir là-dedans. Alors, vous avez répondu à moitié à la question que j'allais poser ensuite, que je pose quand même, c'est dans ce mix énergétique, quelle place pour l'énergie verte ? Parce qu'on sait ce que Donald Trump pense du changement climatique, hein, à croire son discours à l'ONU, pour lui, c'est une arnaque. Donc, on avait l'impression que c'était le tout fossile, mais vous nous dites que non, il reste une place pour le solaire et l'éolien. Je crois que c'est la même. Enfin, c'est ce qui a été dit par le général sur l'armement. Il y a beaucoup d'annonces et en fait, il y a une réalité qui est assez différente. Bon, la réalité, déjà, je l'ai dit, l'énergie aux États-Unis, c'est pas une affaire d'État. La réglementation joue beaucoup dans la capacité à sortir des projets énergétiques, mais l'énergie, c'est une affaire d'entreprise privée aux États-Unis, contrairement à beaucoup d'autres pays. Et même à la France, où l'électricité est beaucoup une affaire d'État avec EDF. C'est une bonne organisation pour le nucléaire d'ailleurs, mais c'est vraiment un modèle très différent de celui qu'on a dans beaucoup de pays. L'autre point qui est très important, c'est que le président Trump, effectivement, une position qui est très hostile sur le climat, elle est très électoraliste probablement. Le changement climatique, il existe. Il y a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère et ça fait du réchauffement climatique. Vous avez beaucoup d'entreprises américaines, y compris pétrolières et gazières, qui aujourd'hui sont là-dessus. Il y a je dirais, une grande insuffisance qui est en train de naître aux États-Unis, c'est qu'il y avait sous Biden des réglementations sur les émissions de méthane. Qui est un gaz à effet de serre très réchauffant, qui est associé à la production de pétrole et de gaz, associé aux déchets, associé à l'industrie agroalimentaire. C'est les trois grandes sources de méthane par l'activité humaine. Il y avait des réglementations sur les émissions de méthane qui avaient enfin été adoptées, ce qui permettait d'aligner les réglementations européennes de réduction de méthane, les réglementations américaines, et donc de permettre le commerce de GNL entre les deux. Le fait que les Américains détricotent aujourd'hui une bonne partie de ces réglementations nuit à la capacité des Américains à exporter du gaz naturel liquéfié en Europe. Ça, c'est un message qu'on leur fait passer. Et d'ailleurs, les grands noms du gaz naturel liquéfié, on en fait partie, mais aussi ExxonMobil, par exemple, aux États-Unis, font passer ce message à l'administration. Ne faites pas ça. Ce n'est pas du tout une bonne idée. Donc, il y a une réalité qui est beaucoup plus nuancée que, je dirais, dans les déclarations à la tribune de l'ONU. Et un autre point qui est très important, c'est que, je le disais, le charbon continue à baisser dans le mix électrique. Il n'y a pas de nouvelles centrales à charbon en construction aux États-Unis. Et les Américains, parce qu'ils ont remplacé des centrales à charbon par des centrales à gaz, ont réduit d'une vingtaine de pourcents leurs émissions de gaz à effet de serre depuis 2005, je crois. 85% de cette réduction, ça vient de la substitution gaz-charbon dans l'électricité. Donc, en dépit des déclarations à la tribune, je dirais que la trajectoire énergétique américaine ne me semble pas être bouleversée aujourd'hui sur le terrain domestique, même si effectivement le sujet climat, il est complètement mis en sourdine aux États-Unis, mais le sujet énergie reste, je dirais, orienté un petit peu de la même manière. Merci beaucoup. Énergie, défi d'avenir. L'autre défi d'avenir, c'est l'intelligence artificielle. J'étais récemment à San Francisco, c'est mon port d'attache quand je suis aux États-Unis. L'intelligence artificielle est partout. On ne parle que de cela, des taxis sans conducteur à d'autres éléments. Deux questions pour vous. D'abord, quel est l'impact actuel
de cette intelligence artificielle sur l'économie américaine. Et on parlait de energy dominance. C'est vrai qu'il y a une volonté de la part des Américains et de Donald Trump que les États-Unis soient dominants en intelligence artificielle. Est-ce qu'ils ont une avance sur les Européens qui est déjà irrattrapable? Merci. Donc, pour justement répondre à cette question, je pense qu'il est important de comprendre la vision vraiment de cette administration et l'objectif que cette administration veut accomplir avec l'intelligence artificielle. Donc, il y a une vision très stratégique de l'intelligence artificielle qui est vue comme un enjeu majeur de domination économique, scientifique et sécuritaire, qui se traduit de deux manières, par des investissements massifs dans tout ce qui concerne l'infrastructure qui va permettre cette innovation pour l'intelligence artificielle, donc notamment dans les data centers, etc., l'énergie qui permet justement la création de ces data centers et l'innovation donc en matière d'intelligence artificielle, et aussi une déréglementation très ciblée de l'intelligence artificielle. Donc, quand on parle de déréglementation ciblée, et c'est là justement où on voit une différence majeure avec l'Union européenne, donc la politique, notamment de cette administration, étant nous voulons déréglementer donc le développement, déploiement de l'intelligence artificielle au sein des États-Unis, parce qu'il sera beaucoup plus dur de rattraper un retard technologique qu'un retard juridique. Donc c'est vraiment toute la ligne de conduite. Maintenant, cette déréglementation, elle est ciblée. Donc elle est ciblée de quelle manière? Donc au niveau fédéral, il y a une révocation des executive orders sous l'ère Biden, qui voulait justement essayer de réglementer le développement, déploiement de l'IA au sein des États-Unis au niveau fédéral, donc similaire à ce que l'Union européenne a fait avec l'EU et AIAC. Cela a été révoqué, donc justement pour cette déréglementation. On voit une réponse des États fédérés qui veulent justement donc réguler. Donc on voit ce qui émerge en ce moment, c'est un patchwork de réglementation donc au niveau des États fédérés. La réponse du gouvernement fédéral, c'est justement donc qui a tenté cet été, qui retente maintenant encore une fois dans justement la loi qui va passer donc cette semaine, la loi annuelle de défense, donc le National Defense Administration Act. Donc il y a justement un article dans cette loi qui prévoit suspension de la loi des États fédérés en matière de réglementation de l'IA pendant 10 ans, donc un moratoire. Donc ça, c'est un peu ce qu'on voit en matière de déréglementation. Maintenant, il y a quand même des risques, une réglementation que l'on voit qui est très ciblée, notamment au travers des sanctions économiques, export, donc dans tout ce qui concerne exportation de la technologie et importation de la technologie, notamment en matière de données. Donc il y a eu plusieurs lois qui sont passées, donc réglementation des exports et des importations pour limiter l'accès notamment à la Chine aux technologies américaines, et également donc dans cette loi qui va être promulguée donc à la fin de cette semaine, il y a justement un article qui prévoit priorité pour les entreprises américaines d'avoir accès aux semi-conducteurs, donc les chips, qui fait l'objet d'un lobby par NVIDIA. Donc à suivre. Bon, général, la place de l'intelligence artificielle dans l'armement américain, elle grandit, elle est déjà dominante par rapport à nous ou pas beaucoup plus? Alors c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que c'est dans le domaine justement où ça a été dit, où ils sont relativement fermés. Enfin, il y a des échanges, mais c'est quand même relativement fermé. On peut imaginer à la lumière des investissements qu'ils font qu'ils ont une avance considérable sur des technologies qui vont apporter vraiment, enfin c'est une tautologie de dire ça, vraiment vont changer vraiment l'art de la guerre, hein, puisque aujourd'hui le soldat sur le terrain, il souffre pas d'être dans le brouillard, il a au contraire trop de données, enfin le soldat, le marin, l'aviateur, et l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle souveraine, stratégiquement maîtrisée, c'est un outil qui permet effectivement à l'opérateur et aux soldats d'être plus efficaces sur le terrain et de mieux partager l'information et de mieux anticiper. Ensuite, c'est effectivement l'intelligence artificielle, c'est quand même aussi, et là les Américains ont de l'avance, c'est très lié au système autonome, aux drones, hein, alors drone aérien, drone naval, drone sous-marin, drone terrestre, et là les Américains avaient déjà une avance, hein, on connaît tous les Reapers, les Predators, etc., mais cette avance, effectivement, elle augmente avec la maîtrise de ces technologies-là. Et puis l'intelligence artificielle aussi, c'est parce que ça va aussi profondément, et pas uniquement dans le secteur de la défense, ça va avoir un impact très profond sur l'industrie. Alors à la fois sur l'industrie du logiciel, hein,
Aujourd'hui, on dit que l'intelligence artificielle, elle va quasiment tuer 75% des jobs de développeurs dans l'industrie de l'informatique, puisque l'intelligence artificielle sait coder et que tous nos systèmes sont quand même très friands de logiciels. Donc celui qui la maîtrisera, il fera plus, moins cher, etc., plus vite. Et puis même dans l'industrie lourde, l'intelligence artificielle a un rôle parce que moi j'ai un exemple, c'est à Cherbourg, là où on fait du soudage de coques épaisses de sous-marins. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un opérateur qui regarde devant un écran la qualité de la soudure qui est réalisée. Alors c'est pas de la petite soudure, c'est des soudures de dizaines de centimètres, etc. Demain, et là, c'est quelque chose qui est en place. L'intelligence artificielle va permettre de remplacer l'opérateur pour s'assurer de la très bonne qualité de la soudure. Donc, dans tous ces domaines-là, l'intelligence artificielle va amener un avantage opérationnel fort. Et les Américains ne s'y trompent pas. Et en plus, là où Trump, quelque part, a aussi amené quelque chose de nouveau dans le paysage, c'est que moi, quand je suis arrivé aux États-Unis en 2020, c'était le Covid, il y avait ce big quit où les entreprises essayaient de recruter et les entreprises de défense avaient du mal à recruter. En particulier en Californie, des jeunes intéressés, des jeunes étudiants dans les domaines de l'intelligence artificielle. Le monde de la défense avait du mal à les recruter parce que c'était encore un peu mal vu, surtout dans tous ces milieux-là. Je crois qu'aujourd'hui, Trump a réussi à rattacher vers lui ou à faire venir vers lui tout le monde de la big tech et à rendre la big tech très compatible avec ses ambitions, le milieu de la défense est beaucoup plus attirant. Et là, c'est certainement aussi un vrai changement culturel aux États-Unis. Merci beaucoup. Laurence, je me tourne à nouveau vers vous pour notre dernier thème. C'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est le dollar. Donc le dollar, c'est la monnaie de réserve et Donald Trump tient à ce qu'elle le reste. Maintenant, vu de la part d'un béotien qui ne maîtrise pas toutes les questions financières, moi-même, il est aussi favorable à un dollar plutôt faible, parce qu'il veut justement renchérir les importations pour les affaiblir et faciliter les exportations. Est-ce qu'il n'y a pas une tension et une contradiction ici ? Alors, théoriquement, oui. En bonne théorie économique, une monnaie faible va être moins attirante en tant que monnaie de réserve. Donc, oui, il y a une contradiction. Maintenant, l'économie n'est pas une science exacte et il s'y mêle toujours d'autres considérations, et en l'occurrence des considérations géopolitiques. Et donc, ça fait des années, enfin des décennies, qu'on sait que le dollar peut fluctuer, enfin depuis 1971, le dollar fluctue, mais ça n'impacte pas du tout son rôle de monnaie de réserve, parce qu'en fait, derrière le dollar, il y a les États-Unis, et donc une immense certitude des investisseurs étrangers, enfin des banques centrales étrangères en réalité, dans la solidité du dollar, aussi faible soit-il. Donc la réponse au final est non. Enfin, il y a une contradiction en théorie économique, mais dans les faits, non, il n'y en a pas. Donc, les BRICS et leur volonté de se passer du dollar, ils n'ont pas encore réussi à atteindre leur objectif. Non, en fait, la plupart des économistes estiment que, effectivement, l'importance du dollar pourrait diminuer, mais le dollar ne sera pas remplacé par une autre monnaie principale. Le pire qui puisse lui arriver, c'est qu'on ait une situation avec plusieurs monnaies importantes. Alors, celle des BRICS, on ne sait pas trop, mais l'euro, par exemple, qui pourrait avoir un petit peu plus d'importance aux côtés du dollar. Et puis, alors, la question subsidiaire, et alors là, je suis encore plus béotien, les crypto-monnaies. Et je vous pose la question à vous, je pose la question à M. Hamel également, s'il souhaite intervenir. C'est un objet purement spéculatif ou c'est une véritable monnaie d'échange internationale de l'avenir ? Alors, je réponds en premier. Pour l'instant, les crypto-monnaies sont très spéculatives. Donc, d'ailleurs, elles entraînent beaucoup d'investissements. Mais le problème des crypto-monnaies, c'est que c'est une monnaie inventée par des libertariens de la Silicon Valley dans les années 70, enfin inventée dans le principe, c'est-à-dire une monnaie d'échange qui ne passerait pas par les banques centrales et qui n'est pas contrôlée par les États, qui est contrôlée par les utilisateurs. C'est un rêve libertarien au départ, les crypto-monnaies. Et donc maintenant qu'elles existent, les États, les banques centrales, y compris en Europe, veulent s'en saisir pour réguler un peu les choses et pour les utiliser elles-mêmes. On n'en est pas complètement là. Pour l'instant, les crypto-monnaies restent très peu contrôlées.
très peu contrôlés, c'est leur raison d'être, c'est l'objectif. Et du coup, il y a quand même un grand danger de volatilité et d'effondrement des cours. Donc beaucoup d'intérêts, beaucoup de profits qui sont réalisés aujourd'hui, notamment par la famille Trump, mais quand même une certaine méfiance dans la solidité de cette monnaie. Mais je passe la parole. Mais deux petits mots. Bon, on voit 0 crypto-monnaie dans les échanges internationaux auxquels on participe. On paye en monnaie fiduciaire de banque centrale classique, en dollars et en euros d'ailleurs, beaucoup. Ils sont les deux monnaies dominantes. Et un point sur le dollar, tout de même, un des enjeux pour les États-Unis, on l'a vu, nous, dans notamment les relations avec l'Inde. C'est, au-delà du dollar, c'est l'utilisation des systèmes de paiement qui passent par les États-Unis. Le CHIPS pour la compensation. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui permet aux États-Unis de projeter aussi des normes extraterritoriales. Et derrière le dollar, vous avez l'extraterritorialité des normes américaines. Quand on sait que les financements aujourd'hui obligataires sur Terre, c'est 70% dollars, un peu plus, vous voyez l'impact que l'utilisation du dollar a sur la capacité des Américains à imposer leurs normes. Les Chinois l'ont bien compris. Ils ont créé un système concurrent de compensation interbancaire, le CIPS. Et les Indiens ont eu la tentation de rejoindre le système chinois. Ça n'est pas totalement étranger à la grande crispation qu'il y a eu en dépit de la bonne relation entre Modi et Trump sur les relations commerciales entre les deux pays. Donc en fait, les États-Unis, toujours puissance par le dollar, pas encore puissance crypto-monétaire, et ce n'est pas notre souci principal. Pas à court terme, même si les Américains ont adopté une loi qui est très globale, je dirais, enfin très exhaustive sur le sujet, veulent développer, mais c'est ce que vous disiez Laurence, les stablecoins, pour adosser en fait des actifs sûrs, donc du dollar, à des crypto-monnaies pour les stabiliser et en fait reprendre la main. C'est un peu aussi peut-être comme l'histoire d'Internet. C'est des grands espaces de liberté qui émergent de manière pas anarchique, mais en tout cas extrêmement décentralisée, et les États, les États-Unis notamment, veulent reprendre la main dessus. Merci. Ben, écoutez, merci et merci à tous, merci à toutes. On a à peine dépassé. Fadi, je ne sais pas où vous êtes. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon qui, j'espère, vous aura éclairé et intéressé. Merci à vous pour votre attention. On va céder la place. À Guillaume Lascornarias qui va vous parler influence américaine et réflexion stratégique. Merci Gérald, merci madame, merci monsieur, merci mon général. Guillaume, vous avez un quart d'heure, 20 minutes, ça vous convient ? Très bien, merci. C'est toujours le moment le plus délicat parce que, comme on dit justement très souvent, je suis le dernier obstacle entre vous et le temps du déjeuner. Donc je vais essayer de rendre ça, si ce n'est instructif, du moins le plus parlant possible. Et je commencerai par une citation. D'abord, alors la citation en l'occurrence, c'est « Les États-Unis sont un empire sans frontières et sans souveraineté, invisible et omniprésent ». Je ne vais pas vous faire un wouclap pour savoir lesquels auront reconnu l'auteur. Je vais le décrire, tout simplement. C'est Raymond Aron, dans un ouvrage qui n'est pas forcément le plus connu, qui s'appelle « La République impériale » et qui date de 1972. Ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'il part d'un constat. Pour la première fois dans l'histoire, écrit-il, une république s'est élevée au premier rang sans avoir aspiré à la gloire de régner. Pour prix de sa victoire, elle doit prendre en charge la moitié du monde, garantir la sécurité des Européens trop affaiblis pour se défendre seuls, s'intéresser à des régions entières de la planète prêtes à sombrer dans le chaos. Ce qui m'intéressait dans cette phrase, c'est que, véritablement, on a l'impression d'avoir une forme de concordance, si ce n'est des temps, du moins littéralement des inquiétudes. Et il y a sans doute matière à réflexion sur la façon dont les États-Unis ont pris, finalement, une posture de leadership qui n'a pas simplement été matérielle ou militaire, mais aussi, par bien des côtés, intellectuelle. Je le redirai, véritablement, cette influence dominante, elle est fondamentalement celle qui structure aussi les relations internationales, parce que ce n'est pas tout d'avoir les capacités, il faut aussi avoir la manière de les exprimer. Et cette influence, par la réflexion stratégique,
elle a nourri et elle nourrit encore la façon même dont nous conceptualisons, nous, notre défense, ou du moins certains pans d'entre elles, ainsi que de nos doctrines. Elle a forgé notre façon de penser la sécurité. Alors on pourrait revenir sur tout ce qui est la dissuasion nucléaire, on pourrait revenir sur la notion d'endiguement, on pourrait revenir en fait finalement sur tout ce qui a, depuis la Deuxième Guerre mondiale, constitué des blocs sur lesquels on a réfléchi. On pourrait même aller plus loin et dire que certains mêmes pans de nos pratiques, de la façon dont nous pensons, dont nous analysons, je dirais dans le domaine, par exemple, ce qu'on appelle le net assessment, qui est, que l'on doit à celui qu'on surnommait Yoda, Andrew Marshall, eh bien, la capacité à faire de l'anticipation, eh bien, tout cela, véritablement, semble venir des États-Unis. Dit autrement, il semble parfois que nous incorporons, au sens propre, une pensée stratégique qui n'est donc pas forcément indigène, et qui est en lien, véritablement, avec une force de frappe qui est non seulement conceptuelle, mais qui passe par différents vecteurs. Tout à l'heure, dans la précédente table ronde, on parlait de finalement de cette forme de déséquilibre. Ce déséquilibre, en réalité, il est partout, et c'est peut-être d'ailleurs le maître mot, une forme de déséquilibre, parce qu'on adosse des moyens à une pensée. En gros, vous avez la vente et le service après-vente. Pourtant, et j'aimerais vous en convaincre, nous sommes aussi peut-être, et ça a été dit aussi ce matin, et je pense que cet après-midi on en reparlera peut-être encore plus, nous sommes véritablement à un moment tournant, à une forme de charnière. D'abord parce qu'il y a des formes d'interrogation. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit la première table ronde, mais c'est véritablement là, sur la trajectoire des États-Unis, sur la place qu'ils entendent occuper, et sur ce que nous pouvons, donc finalement en échange, nous, Européens, Français, proposer, si ce n'est comme rééquilibrage, du moins comme forme d'évolution. Et je pense qu'il nous faut plaider pour une forme de réveil stratégique. Alors de façon très classique et assez rapide, je vous propose finalement d'aller sur 3 temps. D'abord, en quoi est-ce que cette pensée, ou cette culture stratégique américaine, de quoi est-elle faite ? Comment est-ce qu'elle s'impose à nous ? Quels en sont les vecteurs peut-être principaux ? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux peut-être rééquilibrer ou travailler ensemble ? Alors, de manière très classique, la culture américaine, on pourrait se dire qu'elle est finalement dans une situation de crise. Alors, revenons quand même sur un petit peu les fondamentaux. Quand on évoque la culture stratégique américaine, et ce que je vais dire est assez caricatural, puisqu'on dirait essayer de faire ça de manière assez rapide, elle est à la fois originale et attractive pour probablement 4 raisons principales. D'abord, parce qu'elle se fonde sur l'innovation. C'est un point qui est très net quand on évoque peut-être cette imprégnation d'ailleurs du lien entre aussi le monde du privé et le monde du public. Le deuxième point, c'est qu'elle se caractérise par le franchissement des frontières technologiques. Troisième point, elle a un lien tout à fait ambigu vis-à-vis de son passé. Olivier Zajac écrit qu'en réalité, c'est une forme de dédain envers le passé. Et là, on peut revenir sur une vieille tradition, justement, sur le refus d'être une copie de ce qu'était l'Europe. Et puis, surtout, c'est une machine à produire des concepts stratégiques qui se veulent véritablement disruptifs. Alors, on pourrait en citer plusieurs, j'en prendrai 2. Ce qu'on appelle la guerre infocentrée, le network-centric warfare dans les années 2000, et même des composantes nouvelles comme la Space Force, d'ailleurs, qui était une innovation à l'époque du premier mandat de Trump pour justement se consacrer aux nouveaux défis extra-atmosphériques. Ce qui est intéressant dans cette culture stratégique, c'est que les États-Unis superposent sur leur façon de penser, donc sur leur stratégie, sur leur environnement, sur la conscience de ce qui les entoure, des principes qui en revanche viennent très souvent d'Europe. Ce qui est important, c'est que, et quand vous analysez le débat stratégique aux États-Unis, finalement, on pourrait toujours s'interroger, savoir si les États-Unis sont une puissance clausewitzienne ou jominienne. Alors, pas rentrer sur les détails, mais grosso modo,
Clausewitz, on pourrait presque dire que c'est le domaine de la passion, Jomini, c'est le domaine de la raison. En fait, les États-Unis n'ont probablement jamais véritablement terminé cette forme de débat, mais à mon avis, il y a deux convergences essentielles. D'abord, c'est une puissance qui se veut essentiellement rationnelle, et le rationalisme qu'on trouve chez Jomini, je rappelle que le baron Jomini, c'est l'époque de Napoléon, mais les principes qu'il inculque sont encore d'actualité. Le rationalisme de Jomini s'inscrit bien avec une société où naît et s'impose et le taylorisme et le management. Surtout, chez Jomini, il y a la stricte séparation entre les décideurs politiques et les techniciens militaires. Et encore aujourd'hui, c'est une des caractéristiques les plus fortes de la culture militaire stratégique, ce qui d'ailleurs n'est pas sans expliciter certaines dérives et même certains échecs de leurs engagements militaires plus ou moins récents. Je rajouterai une dimension. C'est la façon dont le pays pratique aussi une forme d'introspection régulière dans un rapport particulièrement ambigu avec la notion de puissance. Alors, je ne vais pas définir tous les cycles géopolitiques qui pourraient l'expliquer, mais je crois qu'effectivement, la temporalité et le contexte, pardonnez-moi d'avoir été historien dans une vie antérieure, me paraissent essentiels. Et je remarquerai 3 temps. Le premier, c'est peut-être le temps de la guerre froide, et même au-delà de la guerre froide, c'est une puissance décomplexée qui produit des concepts et un discours, à l'époque, polarisés, ce qui est finalement largement accepté, tant dans ses pratiques que dans ses termes. C'est le temps de la dissuasion, le temps de l'endiguement, le temps des guerres périphériques et même de l'opposition quasiment morale entre le bien et le mal. Renvoyez au discours, vous savez, sur l'axe du mal, où la puissance justement des pays, l'Iran, la Russie, etc., etc. Autour finalement de la présidence Clinton et ce qui va suivre, on est dans un temps de remise en question de cette hégémonie. Alors, je ne vais pas vous faire tout un cours sur Joseph Nye et la manière dont il définit l'émergence de la puissance douce, mais c'est véritablement une forme de comment est-ce qu'on va essayer d'influencer autrement. Et c'est intéressant parce que ça accompagne aussi les publications par Francis Fukuyama, vous savez, sur la fin de l'histoire, la formule de la fin des conflits armés dans le monde, avec une nouvelle ère de paix grâce au libéralisme. Bon, montre une forme d'échec dans cette forme d'hégémonie, même si, dans le même temps, Nye explique bien qu'au soft power, il faut aussi quelquefois ajouter un peu un morceau de bâton. Vous savez, il y a toujours cette expression qui est, même si elle n'est pas américaine mais britannique, la notion de talk softly and carry a big stick. C'est pour ça que quelquefois on peut envoyer finalement les milliers de tonnes du Gerald Ford, dont entre nous, je rappellerai un chiffre qui est assez important, le Gerald Ford, son coût unique, plus de 13 milliards de dollars, c'est l'équivalent additionné de quasiment 26 PIB de différents pays sur la planète. Donc ça vous donne une idée du coût aussi qu'ils sont capables d'avoir. Et donc, vous avez une hégémonie qui se cherche. On peut peut-être la définir, et c'est le 3e temps, c'est peut-être le moment où on est d'ailleurs, une hégémonie inepte. C'est un concept que j'emprunte d'ailleurs à des penseurs américains, donc je me retranche derrière, qui jugent que d'ailleurs, même sans avoir renoncé à l'hégémonie, les Américains se trouvent incapables de choix stratégiques qui soient véritablement clairs. Et on peut lire sous ce prisme l'implication dans la guerre contre le terrorisme, qui a coûté des milliards de milliards, mais qui a conduit in fine à une impasse. Et la présidence Obama, par certains côtés, a fait le choix de suivre une autre voie qui est celle aujourd'hui privilégiée, le fameux tournant, le pivot vers le Pacifique, qui n'est en même temps pas complet et dont en fait on voit encore les débats. Nonobstant, le constat, c'est quand même que nous sommes prisonniers de cette vision un petit peu que les Américains posent, et nous sommes obligés de nous positionner par rapport à cela. Ça va avoir des liens, je vous dis, avec des concepts. Olivier Zaget, que je citais, avait fait une étude il y a quelques années démontrant que sur les 10 grands concepts qu'on utilisait dans le domaine militaire, 9
étaient anglo-saxons, et sur ces 9 anglo-saxons, il y en avait 8 américains. Donc vous avez une forme de dominance très nette. J'en donnerai 2 ou 3 exemples supplémentaires. La notion de guerre hybride, ce qui est assez intéressant, puisque c'est un peu aujourd'hui un peu d'auberge espagnole de la stratégie. Le domaine de multimilieu, multichamp, dont je vous parlais déjà, ou même la notion de contre-insurrection, qui a fait les beaux jours des 20 ans d'engagement expéditionnaire. Et même dans la pratique, nous raisonnons, nous pensons avec des concepts américains. Alors, et c'est mon deuxième temps, quel mécanisme pour peser? J'en donnerai 2 qui me paraissent essentiels. Je pourrais en faire un inventaire beaucoup plus fastidieux, mais je vais centrer sur quelque chose qui me paraît être au cœur de cette recherche et de cette influence par la pensée stratégique. D'abord, l'existence d'un écosystème dimensionné en fait à la taille des États-Unis qui produit de la pensée. Il est important de s'arrêter sur le modèle des think tanks parce que c'est véritablement le pilier de la réflexion stratégique américaine et c'est un puissant outil d'influence externe en brouillant d'ailleurs la frontière entre l'académique, l'universitaire si vous voulez, et le politique. Ce sont véritablement des incubateurs de doctrines stratégiques et qui ne sont pas simplement au service du pouvoir en place, mais ils valident, ils affinent, quelquefois ils mettent aussi au défi les politiques gouvernementales. Donc vous avez une forme de va-et-vient, ce qui donne d'ailleurs aussi un socle intellectuel aux actions stratégiques. Ce système est d'autant plus intéressant que cette géographie, mais aussi cette sociologie des think tanks emprunte beaucoup, vous savez, au système à la fois de ce qu'on appelle le système des dépouilles, le spoil system, ou ce qu'on appelle aussi les fameuses revolving doors, où vous avez des va-et-vient entre des anciens responsables dans un think tank qui intègre une fonction gouvernementale et inversement. Le dernier exemple en date, c'est que le sous-directeur, le numéro 3 dans la hiérarchie du Pentagone, Elrich Colby, a fait une grande partie de sa carrière dans 2 think tanks, le dernier étant le Center for New American Security, c'est-à-dire un des piliers de la conception, avec la Heritage Foundation, de l'administration Trump. Et donc vous avez dans ces laboratoires d'idées des concepts qui circulent directement et rapidement vers les centres politiques et de décision militaires, mais aussi vers le reste du monde. Je donnerai un exemple, c'est les moyens colossaux dont certains de ces think tanks disposent. La RAND, qui est sans doute le plus important et aussi le plus connu de ces think tanks, c'est 514 millions de dollars. Je vois ici mes chers collègues de think tank parisiens qui se mettent à rêver, mais 328 donnés par l'État fédéral. Alors bien évidemment, ça crée une influence globale par l'expertise qui a 2 effets, parce qu'ils n'influencent pas seulement Washington, ils organisent littéralement des conférences internationales, ils ont des travaux qui sont lus partout dans le monde, et ils invitent aussi des experts étrangers. D'ailleurs, la France a mis en place pour rayonner, notamment ce qu'est l'Atlantic Council, des chercheurs. Un de ces derniers chercheurs, c'était l'actuel ministre Benjamin Haddad, qui a été 3 ans chercheur détaché à l'Atlantic Council. Donc en gros, vous avez une forme d'influence américaine sur la réflexion stratégique dans une forme d'architecture complexe qu'on peut encore même redoubler par des programmes qui sont, alors on pourrait ensuite accuser une forme d'influence, mais pensez à tous les programmes de Young Leaders, etc., qui ont véritablement à la fois une influence intellectuelle, mais surtout qui expose les participants à des paradigmes, à des analyses et même à des doctrines stratégiques américaines. Donc en gros, sous le prétexte de partager une vision du monde, derrière vous avez une forme d'influence douce. Alors, dans une forme de conclusion, et je ne vais pas m'étendre beaucoup plus longtemps, aujourd'hui nous sommes véritablement probablement à une forme de tournant ou de charnière. D'abord parce qu'effectivement, et ça a été évoqué, la rupture idéologique avec cette 2e administration Trump nous invite à réfléchir sur la façon dont cette puissance douce et cette puissance à la fois de la norme, de la pensée, peut se poursuivre. Ce n'est pas inutile de vérifier ou de regarder que ce sont peut-être tout ce qui s'apparentait au soft power
qui a fait partie des premiers programmes qui ont été sabrés et qui ont subi des coupes, notamment de la part de l'administration américaine, parce que c'était conçu comme des dépenses non essentielles, ce qui participe en fait de l'affaiblissement du rayonnement idéologique américain. Cette approche reflète aussi la conviction que ce qui mesure la puissance, c'est moins la pensée que, on l'a dit, la force économique et la force militaire. Et en interne, en plus, vous avez un choix de se reposer sur des instituts plus nationalistes et isolationnistes, avec des lignes de fracture qui traversent le gouvernement. On donnerai un exemple, les discussions, même les tensions qu'il y a entre la vision portée par Vance d'un côté et peut-être celle de Rubio de l'autre. Et globalement, les lieux aussi où s'exerce l'influence américaine sont désinvestis. Je partage l'opinion de la première table ronde qui disait que les Américains ne déserteront pas l'OTAN, mais il ne s'agit pas de déserter ou de quitter l'OTAN pour se désinvestir. C'est une sorte de politique de la chaise vide, ce qui en fait convient peut-être à une administration qui regarde avec une forme de méfiance tout le système d'alliance issu de l'environnement post-Deuxième Guerre mondiale. On peut s'interroger très régulièrement sur l'engagement américain autour de l'article 5, et les relations américaines aujourd'hui sont sous l'angle de la réciprocité, du bénéfice direct pour les États-Unis et du côté de payer sa juste part, confère les nombreuses fois où on interroge Trump sur s'il viendrait à la défense ou la rescousse de tel ou tel pays. En retour, et c'est là-dessus que j'aimerais finalement terminer, les Européens, eux aussi, semblent se dessiller. La remise en cause de l'engagement américain, qui a un impact profond et durable sur la réflexion stratégique en Europe, peut nous conduire à mettre en avant nos propres vecteurs, nos propres concepts, et peut-être à les défendre. J'en voudrais un qui a l'avantage d'avoir été en plus porté par la France et qui, après avoir connu une forme d'intérêt pendant la première mandature Trump, a été littéralement mis de côté par nos alliés européens pendant le retour de l'administration Biden. C'est la notion d'autonomie stratégique européenne. Alors, il faut sans doute avoir une forme de nécessité à devoir le définir, à devoir le faire de manière précisément, à ne pas créer de la fébrilité, non pas du côté des Américains, mais peut-être plus entre alliés européens, et de définir en gros comment est-ce que nous voulons porter à travers un concept, et bien finalement une forme de mot-valise qui caractériserait la capacité de l'Union européenne à peser dans tout un tas de domaines où nous ne serions plus dans la dépendance exclusive des États-Unis. Ça n'a pas percolé aussi vite peut-être qu'on aurait pu le vouloir, parce qu'on a tendance aussi à le confondre, c'est tous les sujets autour du pilier européen de l'OTAN, etc. Je pense que sur ces sujets-là, il faut probablement avancer en démontrant par l'exemple autant que par le discours. Il faut mettre en avant nos réussites, c'est aussi en cela que les Américains sont bons, ils sont capables de véritablement d'asséner une forme de production. Vous savez, il y a cette expression qui dit « proof of the eating will be in the pudding ». Et bien, en fait, c'est ça, c'est ce qui nous manque. Il nous manque la force de frappe, il nous manque la capacité à peser dans le débat en dépassant, et c'est le deuxième angle, une vision qui est très souvent linguistiquement centrée autour de la simple diffusion de la langue française. La véritable, le règne sur lequel on va devoir finalement peser, c'est que à l'instant où l'anglais devient la langue globale, finalement une sorte de globish, eh bien il faut qu'on soit capable de se l'approprier pour être capable de peser et d'expliciter certaines même de nos concepts. J'en donnerai un exemple qui me paraît être sans doute une mauvaise façon de communiquer sur ce que l'on veut dire. Dans la dernière revue nationale stratégique, ça ne vous aura pas échappé, on parle pas mal de dissuasion et on parle de la notion d'épaulement. Autant en français, on arrive à peu près à comprendre ce que veut dire l'épaulement entre forces conventionnelles et forces nucléaires. La traduction en anglais est, passez-moi l'expression, relativement pauvre. Elle dit « work together » ou quelquefois, dans une version avant, on avait la notion « to shoulder » qui ne veut strictement rien dire.
Et donc, quelque part, il faut peut-être qu'on fasse aussi un effort sur la manière dont ce que nous pensons soit capable d'être traduit, c'est-à-dire par une forme de double influence. En conclusion, je pense que le temps est venu d'investir dans la recherche stratégique. Hélas, dans l'actuel projet de loi de finances, eh bien, dans le P144, la recherche stratégique, c'est moins 16%. Donc il y a aussi peut-être une bâton de pèlerin à prendre, et à réfléchir sur le fait que l'influence n'est jamais simplement unidirectionnelle. Les États-Unis sont capables, quand ça les intéresse et que ça peut justement accompagner leurs efforts, de redécouvrir ou d'adapter les écrits européens, voire français. Et on peut s'interroger au moment justement de cette hyper-présidence, s'ils demeurent impliqués, s'ils investissent encore les structures où rayonne cette pensée, et finalement ce que nous devons être capables de faire. En fait, il nous faut convaincre, il nous faut peser et il nous faut penser, si ce n'est comme, mais avec les États-Unis. Je vous remercie.